Le décryptage de l'actualité sanitaire sur le continent, c'est maintenant dans Hebdo Santé sur Médian. Bonjour et bienvenue. L'inclusion des enfants handicapés, nous en parlons dans ce numéro. Pourquoi est-il important de favoriser leur inclusion ? Comment cela devrait se faire et quels bénéfices en tireraient donc ces enfants handicapés? Monsieur Camille Tano-Kwasi est à nouveau sur le plateau d'Hebdo Santé pour répondre à toutes ces interrogations. Bonjour Monsieur Tano. Bonjour chef. Alors vous êtes le président du conseil d'administration de l'Organisation nationale des parents pour handicapés auditifs de Côte d'Ivoire et par ailleurs président de l'Union nationale des organisations des parents de personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Et il faut également souligner que vous êtes parent d'enfants handicapés vous-même. Oui, tout à fait. Donc vous avez sûrement de l'intérêt pour cette question. Tout à fait. Tout à fait. L'expérience vécue nous permettra de pouvoir en parler sérieusement. Bien sûr. Également avec nous sur ce plateau, mademoiselle Tano Anna Maxime. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes titulaire d'un master en sciences du langage, option psycholinguistique et neurolinguistique. Effectivement. Vous êtes également membre de l'Organisation nationale des parents pour handicapés auditifs de Côte d'Ivoire. C'est ça. Alors, quel est justement votre intérêt pour cette question de l'inclusion des personnes handicapées? Eh bien, je dirais que, en général, mon intérêt est assez personnel parce que j'ai une grande sœur en situation de handicap auditif et vu que j'ai eu à partager son environnement, je suis beaucoup intéressée par cette question, ce qui m'a même emmenée à effectuer une mission de service civique en France pendant 6 mois sur le thème du sport handicap. Et donc, j'ai beaucoup d'intérêt face à ce sujet. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation à tous les deux. Merci. Pour aborder donc cette question assez essentielle pour cette frange de la population. Tout à fait. Dans un premier temps, qu'entend-on par inclusion, M. Tano-Kwasi? Bon, on va aller simplement. Je veux dire que j'aime toujours à dire, en tout cas bonjour et merci de nous donner encore l'opportunité de nous retrouver. J'aime toujours à dire que je préfère prendre la casquette du citoyen lambda qui n'est ni expert, qui n'a aucune connaissance livresque, mais qui vit la réalité et qui en fonction de cette réalité donne son point de vue. Quand on parle d'inclusion, bon, si on regarde c'est à quoi ça, c'est inclure. Inclure, c'est quoi? C'est permettre à ce que tout un chacun dans la société, quel que soit sa classe sociale, quel que soit son rang, quel que soit le type qu'il est, puisse bénéficier, je veux dire, d'un programme qu'on donne, ou d'une situation, d'une opportunité qu'on offre. Donc l'inclusion pour nous, c'est faire en sorte que tout homme, tout être humain puisse avoir accès à tout ce qu'il faut pour qu'il soit heureux, épanoui. D'accord. Allez, ça va donc rejoindre un peu cette définition que j'ai ici. L'inclusion cherche prioritairement donc à transformer la société. Elle vise à lever les obstacles à l'accessibilité pour tous aux structures ordinaires d'enseignement, de santé, d'emploi, de services sociaux, de loisirs, etc. Tout à fait. C'est pour ça que nous avons résumé pour dire tout ce dont il a besoin pour s'épanouir, pour vivre. En fait, il faut qu'il y ait un environnement favorable pour lui permettre de pouvoir vivre son droit d'être homme. D'accord. Alors, lorsque, par exemple, on se tient à cette définition, on se dit que l'inclusion s'adresse à tout le monde. Tout à fait. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on vient mettre ici l'accent sur les personnes handicapées? Ah, personne, vous avez dit handicapé. On aurait dû dire personne. Ça s'arrêtait. Oui. Mais si on monte, je veux dire un adjectif handicap, ça suppose qu'il y a une réalité que ces personnes vivent. Il y a des besoins spécifiques. Il y a des besoins au-delà de ce que tout citoyen lambda, toute personne lambda devrait pouvoir avoir. Par exemple, quand ce projet de mettre mon enfant au monde, c'est sûr que quand je l'envoie ou je l'appelle, il entend. Quand je lui parle que j'ai un souci, je lui dis quelque chose, il me répond. Ou bien quand je l'envoie, il court aller me chercher. Ou il froid.
tout ce qu'il y a à faire, mais donc dès l'instant où tout ça n'existe pas, où tout ça, il y a un manque, donc qui n'entend pas, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas marcher, je veux dire qui ne réfléchit pas à la même vitesse que les autres, du coup, il y a un besoin qui s'est fait ressentir, il y a une nécessité. Du coup, on est obligé alors de parler d'inclusion de ces personnes parce que les prendre en compte nécessite un surplus d'intelligence, un surplus de dispositifs. D'accord. Mademoiselle Anna, la question se pose véritablement, l'inclusion des personnes handicapées, on va dire. Oui. Eh bien, déjà, comme le président vient de le dire, c'est la notion du handicap qui donne un petit plus, une petite différence. Parce que quand on parle d'handicap, on parle d'aménagement, d'adaptation. Et ça demande un peu plus d'effort qu'une personne dite lambda. D'accord. Vous avez dit adaptation. Oui. D'accord. Et cela va s'appliquer dans tous les domaines? Effectivement, comme tout le monde. D'accord. C'est juste quoi, ce petit handicap-là qui marque une toute petite différence. Donc comme tout le monde. Alors, là, moi, ça m'amène à vous poser la question, pourquoi il faudrait donc favoriser cette inclusion? Mademoiselle Anna. Eh bien déjà, je vais aller sur le cas général quand on parle de progrès d'un pays. Eh bien, toute personne doit participer à ce progrès. C'est pas parce qu'il a un handicap qu'il n'est pas intelligent. C'est pas parce qu'il a un handicap qu'il ne peut pas participer au progrès du pays. Si on profite de toutes les compétences, de tous les intellects de ce pays, de tous les citoyens, eh bien c'est clair qu'on va avancer. Donc il faut profiter de tous les atouts, surtout humains qu'on a. Et vous pensez que cette inclusion pour ces personnes handicapées, pour ces enfants handicapés n'existe pas dans nos sociétés africaines, Elle existe. dans nos pays africains? Elle existe, mais je me demande personnellement à quel niveau on est, c'est tout. Sinon, elle existe. Mais dans toute chose, il faut toujours essayer de parfaire. D'accord. Et donc, c'est dans cette vision que je suis. Monsieur Camille, oui. Je vous retourne la même question. On a intérêt en tout cas à inclure ces personnes. Là je vais vous emprunter un nouveau terme assez important, quand on parle de 13%, parce que je vais dire l'OMS parle de 13% de la population qui pourrait être en situation de handicap. Quand on fait un ratio, on se rend compte que c'est un bon nombre de personnes qui est atteint par ça. Alors, j'imagine que 13% de ces personnes ne travaillent pas. 13% de ces personnes sont obligées de bénéficier de tout ce que nous produisons. Du fait de leur handicap, du fait de leur situation. Sans participer à la création, de capitaux, la création de conditionnalités qui puissent permettre. Vous imaginez ce que cela présente comme manque à gagner, comme perte pour un pays, comment pouvoir avancer quand vous avez un boulet d'étranglement ou une boule derrière qui vous tire, 13% vous tire vers le bas. Difficilement. Vous voyez que quand on regarde ça, on a intérêt même à faire en sorte que... Parce qu'ils ont matière à donner. En fait, moi je dis quoi? Celui qui n'entend pas, il peut tout faire sauf en temps de parler. Qu'est-ce qu'il ne peut pas... Il n'y a pas de services qui, sans qu'on entende, peuvent permettre à ce que le pays puisse aller de l'avant. Attends, parce que je suis de petite taille, donc on me met à côté, on a pitié, et puis on regarde, mais est-ce que cette personne-là, mais attends, elle peut tout, c'est peut-être mettre tout adapté à faire la part de l'adaptation, mettre à son niveau pour cette personne-là puisse produire quand même des devises pour le pays. Donc en fait, on a intérêt à faire en sorte, parce que c'est des intelligences qu'on laisse, c'est des trésors qu'on laisse, et malheureusement après on s'en plaint. On trouve que mais on peut pas. Et puis vers la fin, les personnes handicapées ont l'impression qu'ils n'ont que des droits. Ils n'ont pas de devoirs. Parce que pour pouvoir donner un devoir à quelqu'un, il fallait lui donner des leçons. Bien sûr. Alors, donc la question de comment favoriser donc cette inclusion se pose. Oui, tout à fait. En fait, pour pouvoir réussir, nous pensons, je reprends encore, je suis citoyen lambda, je ne suis pas expert, mais je dis simplement ce qui est. Donc, je pense que quand je vais aller faire mon champ, je suis planteur, juste que c'est un projet que j'ai en tête, juste que je dois avoir la forêt, juste que je dois avoir les dispositions qu'il faut machette d'abord pour pouvoir produire, parce que je fais des ignames. Donc je réfléchis, je maîtrise le sujet sur lequel je m'en vais. On veut parler d'inclusion.
De qui? Des personnes handicapées. Qui sont-ils? Comment sont-ils? Quel est leur quotidien? Moi, je me suis toujours de voir des gens, quand vous leur demandez, non, je suis spécialiste, c'est moi qui décide ici, c'est moi qui suis expert. Vous avez un parent handicapé? Non. Vous connaissez quelqu'un qui est handicapé? Non. Il a appris ça où? Dans les livres. Il ne vit même pas la réalité de ces personnes. À dire vrai, qu'est-ce qui va se passer? Donc pour nous, il est question que tous ceux qui veulent penser handicap, nous tous, en fait, comme nous avons intérêt, d'ailleurs, merci à Midi TV, au directeur qui nous permet d'en parler, parce qu'il est question de savoir qui sont-ils? Quelles sont leurs réalités? Quels sont leurs besoins? À partir de cet instant, dès l'instant où on commence à enlever ces barrières, on brise, vous avez dit, ce mur de glace, l'inclusion réussit. Ça ne peut pas être comme un coup de baguette magique, tac, ça marche. Non, non, non. Il y a des réalités. Parce que je suis sourd, ce n'est pas la même chose que je ne vois pas. Ce n'est pas la même chose que je suis né avec. Ce n'est pas la même chose que j'ai acquis en parcours. Non, ce n'est pas la même chose. Mademoiselle Anna, prenons donc le cas de votre sœur qui est handicapée auditif. C'est ça. Alors, est-ce que vous avez le sentiment qu'elle, au niveau de l'éducation, dans le domaine de la santé, elle est vraiment, elle n'a pas de problème d'inclusion, je veux dire? Eh bien, personnellement, vraiment, je dirais qu'il y a toujours ce problème-là en matière d'éducation et d'accès surtout aux soins médicaux. Parce qu'elle a dû arrêter même les cours après la classe de 3e quand elle a obtenu son BEPC. Étant quand même difficile. C'était vraiment difficile lorsque je la voyais finir les cours, venir recopier les leçons parce qu'elle ne pouvait pas suivre en classe, parce qu'elle devait prendre des cahiers d'un de ses voisins qui était assez gentil pour lui prêter, parce qu'elle doit revenir, finir de copier, réviser et tout pour avoir quelle note. Finir de copier sans comprendre, c'est difficile. Donc, de ce que j'ai vu, l'inclusion n'a pas été aussi top que ça. D'accord, mais elle était dans quel établissement avec tous les autres enfants, ou alors c'était un établissement spécialisé? Malheureusement, pendant son cursus primaire, elle était à l'école ivoirienne pour les sourds. Les 6 à Yopougon. D'accord. Là, c'est pas une école inclusive, mais c'est une école spécialisée pour les handicapés auditifs. Or, quand on parle d'inclusion, il va falloir donc une éducation inclusive. Exactement. Où on retrouve tous les enfants. Exactement. D'accord. Vous pensez que cela est faisable? Oui, c'est faisable. Quand on va partir d'abord sur la base de la sensibilisation, parce qu'on ne peut pas faire quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Quand on finit d'être sensibilisé, il faut se former pour pouvoir communiquer avec ces personnes-là, pour pouvoir savoir comment se comporter, pour avoir le bien, le savoir-être, le savoir-vivre. Donc ça peut se faire, mais il faut sensibiliser, il faut se former. Il va de pair. Vous avez pris l'aspect santé, vous avez dit qu'également, au niveau de l'aspect santé, vous avez senti qu'il n'y avait vraiment pas d'inclusion? Eh bien, de ce que je vois, non. Parce que là, elle ne peut pas aller, supposons qu'il n'y a personne à la maison, enfin, nous sommes en voyage, elle est assez indépendante, elle est âgée, et qu'elle a un mal, elle ne peut pas s'y rendre à l'hôpital seule. Elle va parler comment, elle communique comment avec eux. Est-ce qu'ils auront le temps de savoir que c'est une personne qui a un handicap auditif? D'accord. Interrogation. Monsieur Tonotami, la question est passionnante, le sujet est assez intéressant. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'on peut véritablement avoir un système éducatif inclusif, où on retrouve tous les enfants dits normaux, et puis ceux qui sont handicapés? Est-ce que c'est possible? Les organismes, l'UNICEF, ils ont creusé la question, mais je voudrais savoir un peu où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'il y a un début de solution là? D'accord. En tout cas, vous voyez que je souris parce qu'en fait, même si le tableau semble noir, l'espoir est permis. Parce qu'en fait, en Côte d'Ivoire, dans notre pays, il y a des intelligentsias. Il y a des gens qui savent. Par exemple, quand je l'écoute, je me dis, l'espoir est permis. En fait, c'est quoi? Le problème est très simple. On dit école spécialisée, on dit école inclusive, tout ça on entend de dire tous ces thèmes, je suis d'accord avec. Qu'est-ce qu'il y a comme différence au niveau de l'école dite normale, ordinaire et l'école dite inclusive? Quand on va dans une école spécialisée, si on prend pour le cas par exemple des sourds, on a un enseignant qui travaille ou qui explique les cours en langue des signes.
On prenait un enfant qui ne voit pas, c'est quoi? C'est les brailles. Vous voyez, avec tout le matériel. Et puis l'enseignant travaille en fonction de la spécificité de l'enfant. Quand on prend une école normale, je veux dire qu'on travaille en fonction. Donc si aujourd'hui on dit qu'on veut qu'une école soit inclusive, c'est-à-dire quoi? On veut que tout le monde vienne en classe ensemble, non? C'est de prendre les conditionnalités qu'on a mises dans l'école dite spécialisée, mais qu'on met dans l'école dite ordinaire. Le problème il est où? La barrière est vite partie. Mais le problème ici, c'est qu'on demande à des enfants handicapés de quitter le cadre qui est adapté à leur type de handicap et de venir à l'école dite ordinaire, parce qu'on en a fait une différence, et on n'accompagne pas avec. Comment pouvoir comprendre qu'on peut prendre des enfants handicapés auditifs, qu'on prend dans une école dite spécialisée au primaire, on les met au collège, pas d'interprète, ils se trouvent dans une classe, les conditionnalités sont telles que c'est comme si c'est un monde à part, un monde différent qu'ils viennent découvrir. C'est ça la difficulté. Pourtant, il n'avait simplement qu'à prendre le personnel formé, le matériel adapté, qu'on envoyait. On a réglé notre affaire. C'est possible de se faire si on s'assoit. Parce qu'en fait aussi, il ne faut pas qu'on se leurre. Moi, je prends toujours le cas de mon fils, un de mes fils qui a les 2 bras collés à la poitrine, les 2 pieds qui ne bougent pas. Quand il a faim, il crie, il pleure, il crie, il est content. Il ne balle pas? Pas possible. Tout ce qu'il fait, c'est émettre des sons. C'est seulement la mère qui sait qu'en fonction de la tonalité du son émis par l'enfant, il a faim, il a sommeil, il est content. Ça, mon fils, pareil. Je le mets dans quel système dit ordinaire qu'on a aujourd'hui. Donc, il ne faut pas qu'on se leurre de penser qu'on ne pourra pas faire des spécificités pour les types d'enfants, si tant est tel que tout être humain doit avoir accès à l'éducation. Alors moi, je dis, entre nous, M. Stage-Kokou, cet enfant, sur cet hôtel, on fait quoi? Ou bien sur cette antenne, comment vous faites? Comment il s'assoit même? Comment on crée les conditions? Est-ce que tout est adapté pour lui? D'accord. C'est de ça qui est question. Donc, pour pas qu'on commence à penser que non, ça va se passer, non, c'est au cas par cas. Et vous le dites si bien. Il y a un adage qui le dit, 10 bœufs, un berger, un bâton. Mais 10 hommes, 10 bâtons. Si on le fait pour les enfants dits normaux, diantre, pour les personnes qui ont un besoin spécifique, qu'est-ce qu'il a à faire? Il est question de s'asseoir, je veux dire de réfléchir objectivement. On peut faire ça, on le fait. Ça fait un aspect qu'on a enlevé. L'année prochaine, avec les moyens, avec les conditions, on peut faire ça et on avance. Justement, vous qui êtes justement organisation de personnes handicapées, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que vous proposez exactement? Est-ce qu'il y a un existant ou alors qu'est-ce que vous souhaiteriez pour qu'on prenne effectivement la voie pour l'inclusion? Nous disons déjà félicitations au président de la République et son gouvernement à travers les ministères de tutelle qui font mains et pieds parce qu'aujourd'hui... Le gouvernement de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, s'entend, oui, le président de la République. Je dis bien parce que, je veux dire, quand on a un ministère, je vais dire de la protection sociale de l'emploi, quand on a, je veux dire, le ministère de l'Éducation nationale qui a un programme d'éducation inclusif, je veux dire quoi, quand on a tous ces ministères, aujourd'hui même, le fait d'avoir cette antenne, cette télé qui nous reçoit, on a envie de dire que des grandes choses se font. La difficulté que nous regardons aujourd'hui, c'est que, en fait, on n'a pas encore, c'est vrai qu'on a lancé le processus, c'est comme si on a lancé le mouvement, mais le gros souci qu'on a aujourd'hui, c'est une question de formation, de personnel adapté, spécialisé, parce que il ne suffit pas d'être un enseignant comme je suis du primaire, et puis parce que j'ai appris la langue des signes, je peux pédagogiquement enseigner un enfant dit handicapé auditif, surtout s'il est de naissance, qui n'a jamais entendu. La pédagogie serait adaptée, la pédagogie serait, je vais dire, à son type de handicap. Alors, la question c'est ça, trouver les moyens de poser vraiment un diagnostic frais et de voir comment, avec ce qui est déjà fait, c'est très bien, mais voir comment on peut améliorer pour faire en sorte que Abidjan n'est pas la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de parler des grandes agglomérations qui ont ce projet d'éducation inclusive, très bien. Mais moi, je viens tout à l'heure, je vais dire, il y a 2 semaines de ça, je viens du village. Mais ils sont nombreux, ces enfants qui sont handicapés, tout type confondu, dont les parents ne savent même pas qu'ils peuvent aller à l'école.
à ce 21e siècle. Mais est-ce que ça ne, je veux dire, cette expérience n'a pas marché ailleurs, dans un autre pays, que vous pourrez peut-être répercuter sur vous? Oui, vous voyez que chaque État a son mode de fonctionnement, son système de fonctionnement. Sinon, je vais taire certains noms, mais sinon, on a eu la chance de visiter certains pays limitrophes en Afrique de l'Ouest. Eu égard le projet d'efficience SAO qu'on fait avec un consortium français et 6 pays africains. Quand on écoute leurs expériences, mais c'est alléchant, c'est possible de se faire. Je veux dire qu'aujourd'hui, là-bas, par exemple, les initiatives privées sont plus faciles et sont nombreuses, les initiatives privées. Je serais peut-être béninois ou burkinabé que j'avais déjà 2 ou 3 centres. Mais ce n'est pas la même chose en Côte d'Ivoire. Par exemple, il y a tout un dynamisme, il y a toutes des dispositions qu'ils sont. Il faut bien respecter. Et ça augure de ce que, là où nous sommes. Mais donc, ici, il est question aujourd'hui de faire en sorte, parce qu'avec les dernières rencontres que nous avons rencontrées et nous avons eues avec les responsables de certains ministères, nous donnent de croire que, en fait, ils ont besoin qu'on leur donne ces expériences, qu'on mettra ensemble pour pouvoir faire, je vais décoller en fait. Mais quelque chose se fait. Et à féliciter, c'est bien, mais beaucoup reste à faire. Mademoiselle Anna, Oui. alors vous qui êtes spécialiste en, j'allais dire, en psycholinguistique, et puis neurolinguistique, vous avez sûrement des propositions alléchantes pour que cette inclusion des personnes handicapées soit véritablement une réalité? Eh bien, des propositions assez concrètes. Comme je le dis, moi, j'axe beaucoup, mais beaucoup sur la sensibilisation et la formation. La sensibilisation va consister à quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que vous mettez dans la sensibilisation? C'est d'abord d'informer la population, parce qu'il ne peut pas avoir d'inclusion quand les autres autour ne sont pas informés. Et qu'est-ce qu'on S'ils leur ne dit? savent pas, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un handicap? Quels sont les différents types d'handicap qu'on a? À chaque handicap, quelle est la réalité? Quelle est la manière de communiquer? Quelle est la manière de s'entraider? Quand on a ça, quand on est informé, on peut mieux impacter. Et donc moi, j'axe beaucoup, mais beaucoup véritablement sur la sensibilisation et la formation. Mais pas que des personnes en situation de handicap. Mais qui sensibiliser? Puisqu'il y a des décideurs également, c'est eux qu'on doit sensibiliser. Tout le monde est acteur. Parce qu'on va sensibiliser nos ministères, c'est vrai, mais les personnes en situation de handicap ne vivent pas avec nos ministères. Ils vivent dans des villes, ils vivent dans des quartiers, ils vivent avec d'autres personnes qui n'ont pas un handicap. Ça commence avec eux d'abord. D'accord. Donc moi, je pense que commencer par là, c'est la base. C'est la base. D'accord. Alors, comme le président l'a dit tout à l'heure, il y a quand même un existant, il y a quand même des petits progrès dans certains pays qu'il faut noter. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc pour certainement bonifier cela? Eh bien, ce sont 2 mains qui se lavent. Donc il faut l'apport de tout un chacun. C'est pas que concentré sur le ministère, c'est pas que concentré sur les organisations, c'est chaque citoyen qui apporte sa pierre à l'édifice. Il ne faudrait pas mettre en marge quelqu'un. Tout le monde participe. Tout le monde participe. Oui, parce que quand on construit des écoles, c'est tout le monde qui y va. Du coup, quand ces personnes en situation de handicap sont épanouies, tout le monde y gagne. Donc il faut tout le monde. Alors, quel est le plaidoyer certainement pour terminer, président Gallo Camille, pour une véritable inclusion des enfants handicapés sur, je vais dire, autant dans la santé, tant dans l'éducation, tant dans tous les domaines de la vie? Vous voyez qu'aujourd'hui, j'insiste vraiment à dire merci vraiment à Medi TV. Merci aux différents responsables. Merci à vous qui nous donnez l'opportunité de parler. L'inclusion, ce n'est pas une affaire de j'ai tape, j'ai réfléchi, je suis d'accord, ça marche. Travailler sur les hommes mérite ou nécessite que nous puissions nous asseoir sérieusement, réfléchir, à faire en sorte que, je veux dire, au fur et à mesure qu'on pourrait régler les problèmes, on puisse avancer. Parce que même la nature a fait en sorte que quand on naît, on n'a pas nos 32 dents. On commence d'abord par être tout petit et puis vers la fin, on grandit. Donc étape par étape, c'est sûr qu'on pourra réussir. Aujourd'hui, par exemple, on parle des stats. Est-ce qu'on a le nombre exact de nos enfants en situation de handicap? Ils ne jouissent même pas de leur droit à la vie.
simplement parce que quand je mets mon enfant au monde, je suis au village et puis il n'entend pas qu'est-ce qu'il va devenir lui là. Il ne voit pas qu'est-ce qu'il va devenir celui-là ou celle-là. C'est déjà qu'on doit commencer par là, que nous-mêmes, géniteurs de ces enfants, puissions comprendre qu'ils ne sont pas des extraterrestres, qu'ils sont des hommes, ils sont le fruit de l'amour de papa et de maman. Donc autant nous réfléchissons, nous pensons à venir pour nos enfants dits normaux, il faut qu'on puisse nous aussi en famille réfléchir pour l'avenir de nos enfants en situation de handicap. Dès cet instant où on commence à faire, c'est parce que c'est moi parent qui suis député, c'est moi parent qui suis ministre, c'est moi parent qui suis enseignant. Dès l'instant où cela passe, je veux dire que c'est plus fluide. Ça nous permet de pouvoir avancer le plus rapidement possible. Donc aujourd'hui, il est question de demander aux décideurs. Et aussi, je fais un coucou, mais en même temps, je lance. Si aujourd'hui, je devais venir avec mon enfant sourd, est-ce que vous pourriez pouvoir le communiquer avec lui? Oui, certainement, en prenant des dispositions. On va certainement prendre les services d'un spécialiste des langages, du langage des signes. Donc, en fait, ici... Donc, il faudra prendre ça en compte, je veux le dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'inclusion aurait voulu que vous ne preniez même pas les spécialistes et que quand il arrive... Oui. Il rentre, il travaille, c'est ce que les gens proposent alors que ce n'est pas possible. Vous voyez qu'il y a des dispositions à prendre. Bien sûr. Donc commençons d'abord à nous asseoir, à les connaître, à voir les différentes dispositions à prendre. Et selon que nous avons les moyens, nous progressons et nous avançons. Mais dire que nous avons la solution aujourd'hui, nous parents, nous disons non. La solution, ce n'est pas pour aujourd'hui. On va toujours poursuivre donc la réflexion. La solution, c'est pas pour aujourd'hui, mais on doit forcément trouver donc la solution à cette question de l'inclusion des personnes en situation de handicap, des enfants handicapés. On l'a essayé donc de réfléchir à la question, mais certainement qu'on reviendra avec ce sujet. Merci. En tout cas, à vous, M. Tano, Camille Kouassi. Je rappelle que vous êtes PCA donc de l'OMFACI, qui est l'Organisation nationale des parents pour handicapés auditifs de Côte d'Ivoire, et président de l'Union nationale des organisations de parents de personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Merci en tout cas d'avoir été là et pour toutes ces informations. Également à vous, Mademoiselle Tano Anna Maxime, vous êtes titulaire d'un master en sciences du langage, option psycholinguistique et neurolinguistique, et vous êtes membre de l'Organisation nationale de parents handicapés auditifs de Côte d'Ivoire. Merci en tout cas à vous deux. On aura plaisir à vous retrouver pour poursuivre donc la réflexion afin de trouver les solutions justement. Faressa Kora, Michel Yao, Arnaud Dosso ont réalisé ce numéro d'Hebdo Santé Collaboration, Wilfried Meonia. Merci surtout à vous et à très bientôt pour un autre numéro toujours sur Média.